Je pense que nous pouvons tous convenir que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été le meilleur moment de l'armée française. L'effondrement français face à la machine de guerre d'Hitler l'a laissé le sujet de plaisanteries bon marché depuis. Bonjour, you cheese-eating surrender monkeys! Il ne s'est écoulé que 6 semaines entre le franchissement de la frontière par les premiers chars allemands et la capitulation de la France, qui a signé sa perte de liberté et de dignité. La chute de la France était aussi étonnante alors qu'elle l'est maintenant. Le monde entier s'attendait à ce qu'il oppose beaucoup de résistance, y compris les Allemands eux-mêmes. La France était considérée comme ayant l'une des meilleures armées les plus puissantes du monde. Pendant la Première Guerre mondiale, elle avait résisté pendant 4 ans contre les Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est effondrée en quelques jours. Pour les personnes de l'époque, c'était stupéfiant. Il est sûr que Je dois rêver était ainsi résumé dans les mémoires d'un pilote français. Un diplomate américain a déclaré qu'aucun événement n'avait jamais autant stupéfié le monde entier. Il serait facile de supposer que les nazis ont remporté en raison d'une supériorité militaire écrasante, de plus grand nombre d'hommes ou de matériel de meilleure qualité, mais ce n'est pas le cas. L'effondrement français était en réalité beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant que ça. Cette histoire constituera l'essentiel de cette vidéo. Cependant, avant d'entrer dans les détails, nous devons avoir un aperçu de ce qui s'est passé. L'histoire étonnante de la bataille de France. À la fin des années 1930, la guerre était clairement à l'horizon. Hitler avait établi un état totalitaire en Allemagne, mais cela ne suffisait pas. Il en voulait plus. Son livre, Mein Kampf, ou Mon combat, a révélé l'ampleur de sa haine envers les Juifs et sa croyance que la race allemande devait gouverner le monde. Toutes les nations d'Europe seraient armées aussi rapidement qu'elles le pouvaient. La guerre a finalement éclaté le 1er septembre 1939 lorsqu'Hitler a envahi la Pologne. En réponse, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La France a alors lancé une petite offensive en Allemagne, mais après seulement quelques jours, elle s'est retirée. Pendant les prochains mois, la guerre a connu une période de calme et très peu de combats ont eu lieu. Cela est devenu ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Tout le monde faisait tout son possible pour renforcer ses armées et se préparer à la reprise inévitable des combats. Le plan de la Grande-Bretagne et de la France était d'utiliser la marine britannique pour bloquer l'Allemagne et en même temps se préparer à défendre la France d'une invasion nazie. Cette invasion finit par arriver en mai 1940, 8 mois complets après la déclaration de guerre. La Grande-Bretagne et la France ont supposé que l'invasion allemande passerait par la Belgique, la route qui avait été empruntée tant de fois dans l'histoire. Ils ont envoyé les meilleures forces en Belgique pour faire face à l'avancée allemande. Malheureusement, ils se trompaient. Relativement peu de forces allemandes sont entrées en Belgique, et les Allemands ont plutôt concentré leur attaque plus au sud, à travers la forêt des Ardennes. Les Français avaient supposé que les Allemands ne pourraient pas attaquer à travers les Ardennes, car ils pensaient que déplacer un grand nombre d'hommes et de véhicules à travers la forêt serait impossible. Cela nécessitait également aux Allemands de traverser la Meuse, où ils seraient vulnérables. Les Français avaient parié que les Allemands n'attaqueraient pas là-bas, et ils ont perdu leur pari. En seulement 3 jours, les Allemands ont traversé les Ardennes et franchi la rivière Meuse. De là, ils ont avancé rapidement vers la Manche. Ils ont avancé aussi rapidement qu'ils le pouvaient, presque imprudemment, en ignorant toute menace d'une contre-attaque potentielle. Ils ont atteint la Manche 7 jours après avoir traversé la Meuse, seulement 10 jours après le début de l'invasion. Pour les Alliés, c'était un désastre monumental. Une énorme partie de leurs forces était maintenant encerclée. Et coupée du reste de la France. Cela entrava la communication, plongeant complètement les Alliés dans le désarroi. Leur seul espoir était de traverser le couloir allemand et de briser l'encerclement. Les Alliés ont échoué à le faire, et au cours des jours suivants, l'emprise allemande sur ce petit secteur allié s'est resserrée jusqu'à ce que les Alliés soient contraints de retirer leurs forces lors de la célèbre évacuation de Dunkerque. Avec cela, la volonté des Français de se battre s'est totalement effondrée. En quelques jours, ils parlaient de proposer une armistice, et le 22 juin, l'accord a été conclu. L'Allemagne nazie a occupé le nord de la France, tandis que le sud est devenu un état vassal, la Franche de Vichy. Hitler avait réussi en 6 semaines ce que l'Allemagne n'avait pas réussi à réaliser en 4 ans de combat pendant la Première Guerre mondiale. Si la France est tombée en seulement 6 semaines, il serait raisonnable de supposer que cela est dû à la supériorité militaire écrasante de l'Allemagne. Plus d'hommes, plus de chars, plus d'avions, de meilleurs chars et du meilleur matériel. J'aimerais vous persuader que ce n'est vraiment pas le cas et que les deux armées étaient assez comparables. Tout d'abord, regardons l'infanterie. Les Allemands avaient 3 millions d'hommes disponibles sur l'invasion.
Environ la moitié avait suivi seulement quelques semaines de formation et l'autre moitié avait plus de 40 ans. Seulement 10% d'entre eux étaient motorisés, ce qui signifie qu'ils avaient des véhicules pour se déplacer. Les autres 90% devaient se déplacer à pied. Pour les 3 millions d'hommes, il n'y avait que 120 000 véhicules. La logistique était principalement effectuée avec des véhicules tirés par des chevaux. Pour repousser les nazis envahisseurs, la France en avait 2,2 millions d'hommes. Ces hommes avaient accès à 300 000 véhicules pour le transport, soit plus du double de ceux des Allemands. La France avait également le soutien de ses alliés. La Grande-Bretagne avait 200 000 soldats en France, tous motorisés. La Belgique et les Pays-Bas ont également contribué, peut-être jusqu'à 1 million d'hommes au total. Et en ce qui concerne les tanks, une fois de plus, les Français pourraient absolument rivaliser avec les Allemands. La France disposait d'environ 3000 chars modernes pour repousser l'invasion. C'était légèrement plus que les Allemands qui en avaient environ 2500. En termes de qualité, il n'est pas facile de faire des comparaisons car il y a tellement de choses différentes à considérer. Taille, vitesse, épaisseur de l'armure, puissance de feu et manœuvrabilité. Cela dit, la plupart des historiens s'accordent à dire que les Français avaient en fait le meilleur char tout azimut, le Somua S-35. Il était rapide, bien protégé et avait une puissance de feu supérieure à son équivalent allemand, le Panzer III. Les Français avaient également le meilleur char lourd, le B1, et le B1 avait une puissance de feu et un blindage supérieur au char lourd allemand, le Panzer IV. Son armure était 2 fois plus épaisse, et le B1 avait quelques faiblesses. Il était lent à la moitié de sa vitesse du Panzer IV, en raison de sa taille, car elle consommait beaucoup de carburant, ce qui signifie qu'elle pouvait fonctionner que pendant environ 4 heures. Ainsi, alors que les Français avaient un léger avantage en termes de chars, ils avaient un avantage significatif en artillerie. Ils étaient environ 11 000 armes par rapport aux 8 000 de l'Allemagne. Ils avaient environ 11 000 armes par rapport aux 8 000 de l'Allemagne. Les Français avaient également une plus grande proportion de canons, plus puissants et de plus gros calibre. Cependant, la France manquait d'armes anti-chars. Il ne disposait que de 270 de ses meilleurs canons anti-chars. De nombreuses unités ont dû utiliser un pistolet obsolète qui n'était pas efficace contre les chars modernes. Les Français avaient également une grave insuffisance de canons anti-aériens. Ils n'avaient que quelques 4000 contre les 9000 Allemands. Certaines unités ont même dû utiliser des mitrailleuses légères contre des avions. Je pense que le plus grand domaine dans lequel la France avait un désavantage significatif était sa force aérienne. Tout au long des années 1930, la production d'avions françaises avait été moins efficace que ce qu'ils auraient espéré. Les Français avaient essayé de construire des avions polyvalents pouvant agir en tant que bombardiers, chasseurs et avions de reconnaissance. Vraiment, ils devaient construire des avions spécialisés pour une fonction. Ils ont également eu du mal à augmenter la production de ce qu'ils voulaient. En 1936, la force aérienne allemande a surpassé la force aérienne française, tant en termes de qualité que de quantité. Les Français étaient conscients de cette lacune. Le chef d'état-major de l'air français a averti le gouvernement que, en cas de guerre, l'armée de l'air française serait détruite en quelques jours. Finalement, en mars 1938, le gouvernement décida de prioriser le renforcement de la force aérienne. 42% des dépenses militaires ont été consacrées à la construction d'avions et à la formation des pilotes. Cela a finalement commencé à fonctionner. De novembre 1938 à septembre 1939, la production est passée de 41 avions par mois à 300. Malheureusement, tout cela était un peu trop tard au moment de l'invasion allemande. L'armée de l'air française n'avait toujours pas assez d'avions et beaucoup de ceux qu'elle utilisait étaient assez dépassés. Par exemple, la France a conçu un bon chasseur, le Die Wittchen D520, qui était aussi bon que les meilleurs chasseurs allemands. Cependant, la production a commencé en décembre 1939 et il n'y avait donc que 80 disponibles au moment de l'invasion allemande. En termes de nombre total d'avions, il existe différentes estimations concernant la comparaison entre les deux camps. Comme pour les réservoirs, il est difficile de savoir ce qui doit être compté. Devrait-il s'agir du nombre total d'avions ou du nombre d'avions prêts au combat ? Les avions modernes et anciens devraient-ils être considérés de manière équitable ? Cependant, vous faites les chiffres, et il est clair que l'Allemagne nazie avait un avantage significatif. Voici quelques estimations de la comparaison des forces aériennes. L'Allemagne avait presque 3 fois plus d'avions. Les Britanniques ont contribué à environ 400 avions, mais cela n'était pas du tout suffisant pour combler l'écart. Dans l'ensemble, je pense que les Allemands avaient un avantage en termes de force militaire, mais je ne pense vraiment pas que c'était écrasant. Je ne pense certainement pas non plus que cela puisse expliquer pourquoi la France est tombée en 6 semaines. Une preuve supplémentaire que la défaite des Français n'était pas une conclusion inéluctable provient de ce que les gens disaient avant. L'armée française est plus forte que jamais dans son histoire, a déclaré un général français.
Les personnes d'autres nations ont été d'accord, et le rédacteur militaire du New York Times a déclaré que l'armée française est depuis longtemps considérée par les experts comme la meilleure du monde, et ses meilleures divisions sont sans aucun doute inégalées. Même les Allemands croient que la France possède une armée de premier ordre. Une des premières prévisions allemandes pensait qu'il en coûterait un demi-million de soldats allemands seulement pour repousser les Alliés jusqu'à la rivière Somme. La principale attaque allemande contre la France ne serait possible que 2 ans plus tard. Lorsqu'Hitler a demandé une attaque décisive et rapide, similaire à celle infligée à la Pologne, on lui a dit que cela ne serait pas possible contre une armée aussi puissante que l'armée française. Alors, si la force militaire écrasante n'était pas la clé de la victoire allemande, qu'était-ce ? Je vais passer le plus de temps à parler de l'offensive allemande à travers les Ardennes, car l'importance de cela ne peut vraiment pas être surestimée. Ils ont parcouru tout le chemin depuis le territoire allemand jusqu'à la Manche en seulement 10 jours. Voici comment la carte apparaissait le 10 mai. Voici à quoi ça ressemblait 10 jours plus tard, le 20. Je trouve ça absolument fou. Maintenant, je ne pense pas que la guerre ait vraiment dû être perdue à partir de ce moment-là, et je parlerai de cela plus tard. Comment diable les Allemands ont-ils pu faire cela ? Tout d'abord, dire que les Français n'étaient pas préparés pour une attaque à travers les Ardennes est un énorme euphémisme. Ils ont fait toute leur planification militaire sans prêter la moindre attention à l'idée que les Allemands attaqueraient là où ils l'ont fait. Maintenant, en toute justice, ils avaient des raisons de penser que c'était improbable. Ils ont supposé, de manière compréhensible, qu'en tant que région vallonnée et boisée, il serait incroyablement difficile de faire passer de grands nombres d'hommes et de véhicules à travers la zone. Une fois que les Allemands seraient passés à travers la forêt, ils auraient dû traverser la rivière Meuse, pendant laquelle ils étaient vulnérables. Et depuis l'époque des Romains, les armées se déplaçaient entre la France et l'Allemagne en passant par la Belgique. Les plaines belges étaient les plus faciles à traverser pour une armée envahissante et offraient le chemin le plus court vers la France. La région était vallonnée, boisée et dotée d'un réseau routier médiocre. En mars 1934, un général français avait déclaré que la région était impénétrable. Dans ces mots, tout ennemi qui attaque là serait pris en tenaille lorsqu'il quitte la forêt. Ce n'était pas un secteur vulnérable. Selon les mots d'un autre général, les Ardennes n'avaient jamais favorisé les grandes opérations. La France a supposé que la Belgique serait à nouveau la voie d'invasion et a pris des dispositions en conséquence. Leur plan était de précipiter leurs meilleures forces en Belgique dès le début des combats afin de rencontrer les Allemands qui arrivaient. Étant donné que la Première Guerre mondiale avait été largement combattue sur le sol français, ils étaient désireux de garder autant que possible leur combat en Belgique. Étant donné qu'ils s'attendaient à ce que l'invasion vienne par la Belgique, les Ardennes étaient seulement défendues de manière minimale. Les quelques forces qui les défendaient étaient mal formées et mal équipées. Un des généraux chargés de défendre les Ardennes s'était plaint de cela, mais ses supplications ont été ignorées. Les gens au gouvernement ont également essayé d'attirer l'attention sur cette faiblesse. Un rapport gouvernemental datant de mars, 2 mois avant l'invasion, a parlé de graves insuffisances dans les défenses françaises. Un autre général a répondu furieusement, affirmant qu'il pensait qu'aucune mesure urgente n'était nécessaire pour renforcer le front de ce côté. En passant par les Ardennes, les Allemands rompaient avec l'histoire. Leur plan était audacieux et extrêmement risqué. Même certains des commandants allemands eux-mêmes doutaient que cela fonctionnerait, et certains pensaient que ce serait un désastre. Le chef d'état-major allemand a écrit qu'il n'y avait qu'une chance de 10% que le plan fonctionne. Les doutes étaient compréhensibles, car faire traverser une armée massive à travers la zone avec son réseau routier limité était une opération logistique extrêmement difficile. Non seulement les Allemands devaient traverser la forêt, mais ils devaient le faire rapidement. Ils devaient le faire avant que la France ait le temps de réagir. S'ils passaient des jours avec leurs véhicules pare-choc contre pare-choc sur les routes des Ardennes, ils seraient des cibles faciles pour les bombes et l'artillerie alliée. À quelle vitesse les troupes allemandes pourraient-elles traverser la forêt ? Un commandant pensait 4 jours, d'autres pensaient 9. Tout reposait sur cette question cruciale. Donc la France a commis une terrible erreur en ne faisant pas davantage pour défendre les Ardennes. Mais sûrement, une fois l'attaque en cours, ils ont rapidement réalisé ce qui se passait et ont agi rapidement pour la contrer, n'est-ce pas ? Non. Les Français ont mis un temps incroyablement long à comprendre ce que faisaient les Allemands. L'attaque a commencé à 4h30 le 10 mai. 130 000 soldats et 1600 véhicules ont commencé à traverser la forêt des Ardennes. Selon les mots d'un commandant allemand, c'était la plus grande embouteillage qu'il n'avait jamais vu à cette date en Europe. La reconnaissance aérienne française a en effet remarqué des forces motorisées et blindées conséquentes en mouvement dans les Ardennes, comprenant une quantité importante d'équipements de franchissement. Pourtant, la pièce n'est pas encore tombée pour les Français. Un des commandants français de la région n'a pas demandé de renfort de bombardiers supplémentaires.
Un autre général français a ordonné un bombardement, mais il a été contrecarré. Les Allemands ont avancé à travers les Ardennes en rencontrant peu de résistance française. La plupart des unités n'ont pas rencontré un seul soldat français. Ces forces françaises qui ont rencontré l'avancée allemande étaient fortement en infériorité numérique et ont rapidement reculé. Malgré avoir rencontré un nombre bien plus élevé que ce qu'ils avaient anticipé, ils n'ont toujours pas réalisé que c'était la principale avancée. Les premières unités allemandes ont atteint la rivière Meuse en 2 jours. Maintenant, ils devaient la traverser. Une fois de plus, les Français ont dû essayer de deviner les plans allemands. Où essaierait-il de traverser la rivière? Le commandant français pensait que ce serait au sud et a positionné ses meilleures unités là-bas. Il a supposé que la ville de Sedan n'était pas vulnérable en raison des obstacles naturels dans la rivière. Il a stationné ses troupes les plus faibles, une division de réservistes de série B. Non seulement ils étaient mal entraînés, mais toute la division ne disposait que d'un seul canon anti-aérien. Une fois de plus, les Français avaient complètement méjugé les plans allemands. Sedan était en fait l'une de leurs cibles principales. L'attaque a commencé à 7 h du matin le 13 mai, 3 jours après le début de l'invasion. Pendant 8 heures, les bombardiers en piqué allemands ont pilonné les positions françaises. Les troupes françaises, incapables de riposter, sont devenues très démoralisées. Et par la suite, les Allemands ont commencé à traverser la rivière. Si les Français avaient eu des forces raisonnables dans la région, ils auraient pu infliger des pertes significatives aux Allemands et potentiellement les repousser. Les Allemands traversaient en canot pneumatique qui pouvaient à peine rester à flot en raison du poids de leur équipement. Ils étaient extrêmement vulnérables. Les Français ont été en mesure d'infliger quelques pertes, mais pas suffisamment. Les Allemands ont traversé la rivière et pris les bunkers français. Un peloton de 11 Allemands a dû prendre 7 bunkers français. À 5h30, moins de 11 heures après le début de l'attaque, les Allemands construisaient leur premier pont à travers la rivière. Tout au long de l'après-midi, certains des soldats français ont commencé à fuir leur position, ce qui a progressivement viré à la panique totale. À la fin de la journée du 13, les Allemands avaient traversé la rivière à Sedan et à 2 autres endroits. C'était vraiment à ce moment-là, 3 jours après le début de l'invasion, que la France a commencé à réaliser la situation. Ils ont réalisé quel était le plan allemand et qu'ils étaient extrêmement mal préparés pour le combattre. Au quartier général français, il régnait une atmosphère de désespoir. Un commandant français s'est exclamé « Il y a eu un effondrement » et a éclaté en larmes. Je pense que jusqu'à présent, nous pouvons voir plusieurs problèmes majeurs que la France a rencontrés. Le premier était son incapacité totale à deviner les plans allemands. Ils se sont trompés en pensant que les Allemands attaqueraient par la Belgique, et ils se sont trompés en devinant où les Allemands essaieraient de traverser la rivière. Je pense dans quelle mesure ce fut un mauvais jugement par rapport à une simple malchance est discutable, mais ce qui est certain, c'est que cela leur a coûté très cher. Les Français auraient dû prêter plus d'attention à la possibilité que les Allemands fassent quelque chose d'inattendu. Ils auraient dû être conscients des stratégies potentielles des Allemands qui les rendraient plus vulnérables. Dans la réaction au QG, on peut voir un autre problème majeur pour les Français, une mentalité défaitiste et un moral très bas. Les Allemands avaient traversé la rivière à 3 endroits, ce qui constituait effectivement un revers majeur, mais ce n'était pas la fin du monde. Ces têtes de pont étaient très petites et vulnérables aux contre-attaques. Cela nous amène à un autre gros problème pour les Français, leur inflexibilité. Ils étaient complètement incapables de réagir au mouvement allemand et de montrer une contre-attaque efficace. D'abord, ils ont hésité. La contre-attaque aurait dû commencer immédiatement à la veille du 13, mais elle n'a commencé que le lendemain matin. Cela était en partie dû au fait que la doctrine française stipulait que les offensives devaient être soigneusement planifiées à l'avance. Alors que les Français traînaient, les Allemands s'efforçaient frénétiquement de faire passer autant d'hommes et de chars de l'autre côté de la rivière. Au moment où la contre-attaque française a eu lieu, les Allemands avaient suffisamment de ressources de l'autre côté de la rivière pour les repousser. À présent, 2 divisions d'infanterie française entières s'étaient désintégrées et avaient fui. Les Alliés ont bien essayé de bombarder les Allemands, mais cela n'a pas été très efficace et ils ont subi de lourdes pertes. Compte tenu de la pénurie aiguë de bombardiers, ils ont dû recourir à l'utilisation d'avions obsolètes. Certaines divisions de chars lourds ont également été envoyées dans la mêlée, mais ont peu réussi. Avec les Allemands établis du côté français de la rivière, les Français ont une fois de plus démontré leur incapacité totale à deviner les plans allemands. Ils ont supposé que les Allemands se dirigeaient vers le sud pour contourner la ligne Maginot. Pour se protéger contre cela, bon nombre des renforts envoyés furent dirigés vers le sud. En Flandre, les Allemands allaient charger vers le nord-ouest aussi rapidement que possible en direction de la Manche. Cela laissait les forces alliées en Belgique coupées du reste de la France. C'était un plan audacieux et risqué. Avancer aussi rapidement laisserait leur côté incroyablement vulnérable à une contre-attaque française. Avec un couloir incroyablement étroit, les hommes à l'avant pourraient facilement se retrouver encerclés eux-mêmes. Malgré le risque, les Allemands ont foncé et ont avancé aussi vite qu'ils le pouvaient. Le meilleur exemple de cela fut lorsque Erwin Rommel a avancé de 110 km en une seule journée.
Il a poussé bien en avant de son infanterie et de son artillerie, ce qui aurait été énormément imprudent et dangereux si les Français avaient été les plus efficaces. En réalité, cela a servi à démoraliser les Français, qui étaient stupéfaits de voir jusqu'où les Allemands étaient allés à l'ouest. Il y avait en réalité un désaccord parmi les commandants allemands sur la question de poursuivre l'avancée freinée. Le commandant principal voulait ralentir et consolider. Un de ses subordonnés a menacé de démissionner si cela se produisait, et donc l'avance a continué. Le fait que les Allemands auraient pu et auraient dû être vulnérables n'a pas échappé aux Alliés. Comme l'a dit Churchill, la tortue a dangereusement sorti sa tête très loin de sa carapace. C'était tout à fait bien, mais si les Français ne pouvaient pas déployer rapidement leurs forces en position, cela ne servirait à rien. Cela semblait pas particulièrement probable à ce stade, car les forces alliées s'effondraient essentiellement. Les forces en Belgique étaient obligées de battre en retraite pour éviter l'encerclement. L'avancée rapide des Allemands avait également perturbé des commissions alliées, ce qui signifiait que personne ne savait vraiment ce qui se passait. Certaines petites contre-attaques ont eu, à un degré modéré, du succès, mais elles devaient avoir plus de forces concentrées sur une zone spécifique pour être vraiment décisives. Il y avait un plan pour libérer toute une série d'unités autour de la ligne Maginot et attaquer vers le nord, mais comme toujours, il y avait des tergiversations et des retards. Le moral et le défaitisme continuaient d'être un gros problème. Le 5e jour de l'invasion, le Premier ministre français Paul Reynaud a dit à Churchill « Nous avons été vaincus. Nous sommes battus et nous avons perdu la bataille. » Billot et un autre général français dit à un major britannique « Je suis épuisé et je ne peux rien faire contre ces panzers. » Finalement, le 20 mai, seulement 10 jours après le début de l'invasion, les Allemands ont atteint la Manche. Les forces alliées en Belgique étaient maintenant coupées du reste de la France et la situation était critique. Le seul espoir pour les Alliés était de tenter de briser l'encerclement et d'attaquer la colonne allemande du nord et du sud en même temps. Ce plan impliquait de coordonner les forces en France avec celles en Belgique, dont beaucoup étaient britanniques ou belges. Cela a conduit à un autre problème majeur auquel sont confrontés les Alliés, celui de devoir gérer leurs relations les uns avec les autres. Il y avait beaucoup de suspicions mutuelles entre eux. Les Français doutaient souvent de l'engagement britannique à défendre la France. Ils suspectaient également les Belges qui avaient des sympathies pro-allemandes. Il y avait aussi des problèmes de communication, des malentendus et des désaccords. Tout cela a coûté un temps précieux qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre. Le plan visant à essayer de rompre l'encerclement nous montre cela. Le commandant suprême français, Weygand, s'est envolé pour Ypres pour organiser l'offensive. Malheureusement pour les Alliés, ils n'ont pas pu réunir tous leurs principaux commandants au même endroit en même temps. La première rencontre de Weygand a eu lieu avec le roi Léopold de Belgique. Léopold n'était pas particulièrement enthousiaste à propos du plan et Weygand est reparti en pensant que les Belges n'allaient pas être d'une grande aide. Léopold a exigé d'entendre l'opinion du commandant britannique avant d'accepter quoi que ce soit. Et avec cela, Weygand, le commandant français, est retourné à Paris, incertain du fait que le plan allait être exécuté ou non. 1 heure après son départ, Gore, le commandant britannique, est arrivé. Gore a été informé du plan et n'était pas très optimiste quant à ses chances, mais il a accepté de continuer. Le moral des Français restait un problème énorme. Le chef d'état-major britannique a rendu visite aux Français et voici sa description. J'ai alors trouvé Belote et Blanchard, 2 généraux français, dans un état de désespoir complet. Pas de plan, pas d'idée de plan, prêt à être dévasté. J'ai perdu mon calme et attrapé Billotte directement par le bouton de sa tunique. Cet homme était complètement abattu. Cela dit, le chef de l'état-major britannique a réussi à convaincre les 2 généraux français d'accepter le plan pour échapper à l'encerclement. Les forces alliées attaqueraient la ville d'Arras en même temps, du nord et du sud. Même alors, ils ont retardé. Le général Altweimer, qui serait en charge de l'offensive, a déclaré que les forces ne seraient pas prêtes avant 2 jours. Dans une citation, il a dit « On devrait voir les choses telles qu'elles sont ». Les troupes se sont enfuies. Il a ensuite dit qu'il était prêt à partir et se faire tuer à la tête d'un bataillon. Malgré cette lamentable attitude des commandants français, la tentative d'évasion a bel et bien eu lieu le 21, le 11e jour de l'invasion. C'était en fait plutôt réussi et tu voudrais peut-être être assis avant d'attendre ça. Les Alliés ont réussi à prendre Arras. Il y avait une lueur d'espoir. Les Allemands étaient en fait assez secoués par cela. Le général allemand Rommel a perdu plus de chars ce jour-là que n'importe quel autre. À certains égards, cela n'est pas énormément surprenant. Les Allemands étaient surmenés à un degré énorme. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que les Alliés se sont jetés dans la bataille pour exploiter leur avantage aussi fort et rapidement que possible, n'est-ce pas ? Eh bien non, en fait ils ont fait tellement de ce qu'ils avaient fait jusqu'à ce moment-là, tergiversant, hésitant, argumentant, qu'aucun des commandants ne voulait que ce soit leurs hommes qui prennent la tête de l'offensive.
Finalement, après plusieurs jours, l'occupation d'Arras est devenue intenable pour la petite force britannique présente sur place et ils ont été contraints de se retirer. À Paris, le retrait britannique d'Arras a été interprété comme un abandon de l'idée de briser l'encerclement. Ils se sont convaincus que les Britanniques n'étaient pas engagés à défendre la France et qu'ils rentreraient chez eux. Les relations entre la France et la Grande-Bretagne devenaient vraiment mauvaises. Weygand, le commandant suprême français, pensait que le gouvernement britannique lui mentait. Il a en fait dit au chef d'état-major britannique qu'il aimerait lui donner une gifle. On ne peut pas s'empêcher de penser que si seulement ce genre d'esprit combatif avait été appliqué à l'armée nazie, qui envahissait actuellement son pays, ça aurait été une meilleure chose. Les Allemands menaçaient maintenant de prendre toute la côte, ce qui laisserait les forces britanniques et françaises en danger et de ne plus pouvoir évacuer par mer. Pour cette raison, ils ont abandonné le plan d'attaquer le sud et se sont retirés vers le nord. Le problème qu'avaient les Alliés d'être en coalition s'est manifesté à nouveau quelques jours plus tard lorsque la Belgique a demandé un cessez-le-feu avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la France étaient furieuses. Le Premier ministre français a déclaré lors de l'émission de radio qu'il n'avait jamais eu une telle trahison dans l'histoire, ce qui me semble quelque peu exagéré. À présent, il était clair que les forces du Nord allaient devoir être évacuées de Dunkerque. Étant donné que tant de choses s'étaient déroulées comme une farce jusqu'à ce moment-là, on pourrait être surpris d'apprendre que l'évacuation de Dunkerque a été menée de manière vraiment très compétente. À la fin, environ 340 000 soldats alliés ont été évacués et environ 35 000 ont été laissés derrière et faits prisonniers. Bien qu'il ait été relativement réussi en termes du nombre d'hommes évacués, il a entraîné une baisse des relations entre la Grande-Bretagne et la France. Les Français ont estimé que les Britanniques ont priorisé les soldats britanniques pour l'évacuation et n'ont pas fourni autant de soutien aérien qu'ils auraient pu. Weygand, le commandant français, a déclaré « Chaque peuple a ses vertus et sa défense. L'anglais est motivé par un égoïsme presque instinctif. » Les Britanniques, à leur tour, avaient maintenant très peu de respect pour les Français. Un commandant britannique a écrit « Il semble qu'il n'y ait guère d'erreurs que les Français ne commettent pas. Leurs généraux sont méprisables. » Cet effondrement total des relations rendait pratiquement impossible pour les Alliés de continuer à se battre après l'évacuation de Dunkerque. Théoriquement, la bataille n'était pas encore perdue. Les Français avaient encore une grande partie de leur armée intacte et les Allemands ne contrôlaient qu'une petite partie de la France. En réalité, ils avaient maintenant très peu de volonté de se battre et leurs forces étaient en désordre. Les Français étaient désormais en infériorité numérique et les Allemands avançaient rapidement vers le centre de la France. Le 10 juin 1940, le gouvernement a annoncé qu'il avait décidé de quitter la capitale et très bientôt il a été question de capitulation. Bien que cela soit parfaitement compréhensible, ce n'était pas la seule option. La reddition avait du sens si la guerre était terminée et que les Britanniques allaient également renoncer, ce que les Français supposaient. Bien sûr, les Britanniques étaient dirigés par ce gars et ils n'étaient pas exactement du genre à abandonner. Si les Français avaient eu un petit peu de cet esprit churchillien, il y avait des options disponibles pour eux. Le gouvernement aurait pu aller à l'étranger, soit en Afrique du Nord française, soit en Grande-Bretagne. Il aurait pu mobiliser autant de ressources militaires que possible et poursuivre la lutte là-bas. Ils auraient théoriquement pu maintenir une campagne de guérilla sur le continent soutenue par la Grande-Bretagne. Cela devait être dit. Cependant, que cela aurait entraîné une destruction énorme et étant donné la brutalité des nazis, je ne pense pas qu'ils auraient hésité à simplement exécuter tout le monde en France. En acceptant un cessez-le-feu, certains dirigeants français espéraient pouvoir conserver un certain contrôle sur une partie raisonnable de la France. Le 22 juin, lorsque les Allemands avaient pris environ les 2 tiers de la France, l'armistice a été signé. Le nord de la France est tombé sous l'occupation directe des nazis, tandis que le sud est devenu un état fantoche allemand connu sous le nom de France de Vichy. La France de Vichy a collaboré et coopéré avec l'Allemagne nazie à un degré honteux. De nombreux Français ont fini par adhérer pleinement à l'idéologie nazie. La France de Vichy est devenue la seule nation non occupée à arrêter activement et déporter ses juifs pour les envoyer à l'abattoir de l'Holocauste. L'antisémitisme était répandu en France avant la guerre et donc beaucoup de personnes en France de Vichy étaient totalement en accord avec l'extermination des Juifs. Certains Français courageux ont continué à se battre dans le cadre de la résistance française et un gouvernement en exil a été mis en place à Londres, dirigé par Charles de Gaulle. La France était sous occupation nazie pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement libérée le jour J. Alors comment résumer ? Si j'étais forcé de dire ce que je pense être les plus grandes causes de l'effondrement spectaculaire de la France, je dirais les 4 éléments suivants. Tout d'abord, l'échec de la défense des Ardennes. Deuxièmement, l'inflexibilité française, à savoir leur incapacité à réagir à l'avancée des Allemands à travers les Ardennes et à contre-attaquer une fois qu'ils avaient franchi la rivière. Troisièmement, leur gros problème de morale bas et de défaitisme.
Et quatrièmement, les défis inhérents à faire partie d'une coalition. Pour moi, les deux premiers sont les plus importants. La France n'aurait vraiment pas eu besoin de faire beaucoup pour reprendre le passage à travers les Ardennes et la traversée de la Meuse incroyablement difficile et coûteuse pour les Allemands. S'ils avaient simplement détruit le réseau routier, cela aurait coûté des jours aux Allemands. Ils auraient pu placer des mines le long de la route. Et si elles avaient même eu des quantités modérées d'artillerie ou de bombardiers disponibles, elles auraient pu infliger de lourdes pertes aux Allemands. Même s'ils n'avaient pas fait ces choses, ils auraient agi rapidement et ils auraient pu dévaster les Allemands. Par exemple, si une fois les Allemands avaient traversé la Meuse, les Français auraient pu contre-attaquer et les repousser de l'autre côté de la rivière. Les Allemands auraient été totalement impuissants. Une énorme quantité de l'armée allemande aurait été piégée dans la forêt des Ardennes, à peine capable de riposter et incapable d'évacuer rapidement. N'oubliez pas que cela a été écrit par un commandant allemand comme la plus grande embouteillage de l'histoire. Cette énorme quantité d'hommes et de véhicules aurait été la cible la plus facile du monde pour l'artillerie. Ils auraient été des proies faciles. N'oubliez pas que les Français avaient en réalité plus d'artillerie que les Allemands. Les Allemands auraient pu à peine riposter. Ce serait devenu un véritable champ de bataille, et c'est précisément à cause de cette possibilité que les Allemands étaient si nerveux à propos de leur plan. Malheureusement, pour la France et pour le monde, cela ne s'est pas produit.